Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Mon micro s'ouvre ce matin pour le podcast numéro 28, toujours animé par cette énergie de mettre en lumière des acteurs sincères et engagés dans la foodosphère. Je les ai choisis pour leurs convictions, leurs valeurs, leur passion dévorante dans ce qu'ils incarnent. Je suis impatiente d'enclencher ce moment privilégié à 4. Bonjour et bienvenue à mes invités. Bonjour Marie Guillois, fondatrice d'Étoilés et Solidaires depuis 5 ans. Bonjour Virginie. Philippe Evesque, formateur en cuisine, chef de cuisine, consultant et conseiller culinaire. Bonjour Philippe. Bonjour Virginie. Pierre-Alexandre Fabiani, chef du restaurant Le Mirobolant dans le 11e arrondissement. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Virginie. Alors, on va commencer avec Marie. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton association Étoilés et Solidaires ? Quand a-t-elle été créée et quel type d'événement elle organise ? Alors, Étoilés et Solidaires, c'est une association que j'ai créée en octobre 2018 à la suite de mes expériences dans le secteur du grand âge. Et je souhaitais vraiment créer une association pour des aînés isolés pour leur permettre de participer à des initiatives gastronomiques afin de rompre la solitude. Du coup, aujourd'hui, nous avons différentes initiatives. Donc, il y a la table de nos aînés. Ce sont des aînés isolés qui se rassemblent dans un restaurant pour profiter d'un moment joyeux et gastronomique. Il y a aussi inviter un aîné à déjeuner. Ce sont des duos aînés ou auxiliaires de vie, ou aidants familiales, ou jeunes en colocation intergénérationnelle qui partagent un moment complice et aussi bistronomique ou gastronomique dans un restaurant d'un chef. Et ces initiatives se déroulent à Paris, en Languedoc-Roussillon, Hauts-de-France et Rhône-Alpes. D'accord, donc vous êtes installés dans 4 régions. Exactement. Et pourquoi pas toutes les régions de France ? Bien, parce que ça dépend des subventions. Ouais, donc c'est ça. Alors, dis-nous justement comment ça fonctionne financièrement parlant, parce que pour être capable de payer du coup à... Alors, c'est des groupes à chaque fois ou c'est que des duos ? Alors, pour la table de nos aînés, ce sont des groupes. Et pour l'initiative Inviter un aîné à déjeuner, ce sont des duos. D'accord. Et donc là, il faut payer quand même, parce qu'en plus, tu dis que c'est en général des restaurants qui sont assez qualitatifs. Donc, comment ça se passe pour vous ? Alors, donc nous, on répond à des appels à projets. Les appels à projets, ce sont des appels à projets bien souvent publics qui répondent aux politiques sociales, si je puis dire, comme les CARSAT régionales. Alors, qu'est-ce que c'est les CARSAT ? Les CARSAT régionales, ce sont des organisations publiques qui lancent des appels à projets, par exemple, pour rompre l'isolement des personnes âgées, pour maintenir l'autonomie. Et du coup, on répond à cet appel à projet. Ensuite, cet appel à projet est voté par une commission d'action sociale. Et ensuite, notre projet a lieu dans toute la région Languedoc-Roussillon ou alors Alsace-Moselle ou Rhône-Alpes et ainsi de suite. On a aussi des appels à projets qui sont où on répond par exemple des appels à projets qui sont lancés par des mutuelles aussi. Mais c'est compliqué parce qu'il y a une forte concurrence entre les associations. Et puis le thème des aînés, comme vous le savez, les structures privilégient plutôt l'enfance, ou les causes grand public qui sont prônées par les médias. Là, vous verrez très très peu de sujets autour des aînés. Mais c'est tout ton challenge en fait. Exactement. C'est tout l'enjeu de cette nouvelle. Donc on parle de silver gastronomie, c'est ça ? De silver économie ? De silver soutien, de silver protection ? Oui, alors
moi, j'ai plutôt envie de prôner des termes un peu classiques, plutôt le lien social autour d'une bonne table intergénérationnelle, la gastronomie, la bistronomie. Voilà, puisque j'ai plutôt à cœur de ramener ces termes-là, puisque ce sont un peu les images que prônent aussi les restaurants. Les restaurants prônent la convivialité, la gastronomie, la bistronomie. Donc nous, vraiment, notre cœur d'action, c'est au restaurant. Et du coup, voilà, comme tu dis, créer le lien, que les gens se retrouvent, parce que souvent, ce sont des gens seuls, veufs ou veuves, j'imagine. Exactement, Virginie. En fait, nous, nos aînés sont issus, sont accompagnés plutôt par des résidences publiques ou alors par des plateformes de maintien à domicile. Donc pareil, issus de la commune. Et les critères pour participer à Étoile Sodère, ce sont donc bien souvent pas de ressources, pas de famille, pas de liens amicaux. Voilà. Et nous, on a vraiment à cœur de leur proposer le meilleur, en fait. Notre objectif, c'est vraiment de proposer des initiatives qui sortent de l'ordinaire pour leur couper de leur solitude. Mais c'est super beau. Merci. Bravo. Du coup, tu parles de bistronomie. Moi, je pense à Pierre-Alexandre. Donc, Pierre-Alexandre, toi, tu es chef dans un restaurant, donc le Mirobolant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un restaurant bistronomique ? Oui, en tout cas, le soir, on s'efforce à faire une cuisine... J'aime pas trop ce mot de bistronomie. Alors pourquoi, justement ? Donc pourquoi tu n'aimes pas ? Et quel mot tu dirais pour qualifier le resto et ton travail ? Le problème, c'est que ça veut regrouper un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément lieu à être regroupées. La bistronomie, à la base, c'est vraiment... faire d'un plat de bistrot et le faire évoluer à un niveau gastronomique. Et maintenant, on a voulu fourrer toutes les cuisines assez récentes qui ne sont pas des cuisines gastronomiques dans ce terme. Et c'est pas tout à fait ça, en fait. Pour moi, la bistronomie, ça a eu c'est plus ça, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui te fait rêver dans ta cuisine ? Comment tu veux nous faire rêver dans ta cuisine ? Alors moi, c'est pas du tout les questions que j'avais prévues. C'est pas grave. J'avais pas travaillé sur tes questions de toute façon. Donc c'est parfait. Non, mais moi, je viens pas du tout de ce métier. Je suis dans la restauration depuis très peu de temps. Par contre, j'ai beaucoup voyagé et j'ai grandi dans une famille qui aime et dans un milieu socio-économique qui aime manger. On aime les bonnes choses. On aime se faire plaisir. Et tous mes voyages partout dans le monde, c'est vraiment quelque chose qu'on a partout. Ça, c'est se retrouver autour d'un moment de partage de nourriture pour vraiment être le plus englobant possible. Et du coup, voilà, moi, ma cuisine, c'est partir de cette base un peu plat canaille, franchouillarde, et de la métisser, on va dire, d'y ajouter des petites saveurs de mes voyages, quoi. Et du coup, comment tu crées ta carte ? Dis-nous dans le restaurant, combien d'entrées, combien de plats, combien de desserts, grosso modo ? Alors, nous, au restaurant, on a le midi, on travaille, on est plutôt dans une configuration de formule. Donc, on a en général 3 entrées. On essaie d'avoir une entrée végétale, une entrée plutôt à base de protéines animales de terre, une entrée de mer. Alors, ça, c'est pas toujours le cas, mais enfin bon, si je peux faire ça, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Pareil, les plats, c'est pareil. On a un poisson, une viande, un végé. Et puis les desserts, c'est... On essaie on a toujours le cookie qui est là depuis le début du restaurant, la recette a été fixée et on essaie de l'avoir tous les jours. Limite labellisé. Voilà, exactement. Il est très bon. Je l'ai pas goûté. Et donc là, celui-là en plus, on le propose toute la journée, même quand je suis pas en cuisine. C'est quoi ? C'est Chocolat noix. Chocolat, ok. Et puis le soir, on a une carte un peu de tapas à l'italienne, quoi. C'est-à-dire des assiettes qui sont ni des entrées ni des plats, mais un peu entre les deux. Non, mais c'est pas tapas. Non, mais on peut pas dire tapas. Non, mais tapas à l'italienne, c'est-à-dire que c'est pas vraiment pour partager. Partager. Oui, on prend des assiettes et on met. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est plutôt de prendre deux assiettes
plutôt que de prendre une entrée, un plat, on a 2 assiettes un peu plus conséquentes. Ça permet, dans cette assiette, de faire plus de travail que dans une entrée. Et ça évite la surcharge que pourrait donner un plat qui permettrait pas de goûter autre chose, quoi. Et du coup, ça nous permet de varier les goûts aussi, c'est hyper intéressant. C'est ce que tu veux prôner. Oui. Exactement. Merci Pierre-Alexandre. Alors, du coup, Philippe, toi, tu es formateur en cuisine. Tout à fait. Pour qui ? Pour moi-même. Non, je suis formateur en cuisine indépendant depuis 3 ans maintenant. J'ai été chef de cuisine une bonne quinzaine d'années. J'ai eu un restaurant sur Tours, parce que j'habite Tours, en Touraine, avec des très bons produits tourangeaux. Et le restaurant que j'avais était spécialisé vraiment dans la cuisine de bistrot, mais la vraie cuisine de bistrot, parce que là je rebondis sur Pierre-Alexandre, il a tout à fait raison. Je suis comme lui, bistronomie, j'ai un peu de mal. Moi je suis plutôt la véritable cuisine de bistrot, c'est-à-dire le pâté maison sur la table, le client se sert... les plats en cocotte, etc., etc. Du coup, alors quel est le plat phare de cette région-là, le plat de bistrot phare ? C'est la bœchelle tourangelle. Alors, déjà, j'apprends quelque chose. Alors, je vois que Marie, c'est pareil. La bœchelle tourangelle, c'est à base de rognons de veau, riz de veau et cèpe. Oh là là. Arrosé, bien sûr, de crème, parce que la cuisine, c'est de la crème et du beurre, comme disait notre Paul Bocuse. Voilà. Et donc, ça s'appelle comment ? La bœchelle. La bœchelle ? La bœchelle tourangelle. Je n'ai jamais entendu parler. C'est magnifique. Ça a l'air. Et donc tu faisais ça dans ton restaurant ? Oui. Tu as eu donc combien de temps ton restaurant ? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et après, donc tu as décidé d'arrêter et de te mettre de l'autre côté. Pour des raisons familiales, le restaurant a été vendu et puis j'ai repris un poste de chef de cuisine. D'accord. J'ai fini ma carrière de chef de cuisine et c'est pour ça que le projet, le travail de Marie me parle, parce que j'ai été chef de cuisine dans une maison de retraite. Et je suis parti parce que je me retrouvais plus dans mon métier de cuisinier, de chef de cuisine, et principalement en maison de retraite, parce que c'était pas la chose la plus importante pour la direction, alors que les repas en maison de retraite, c'est la chose la plus importante pour les résidents. C'est quelque chose, dans la journée, les résidents, nos anciens, c'est pas méchant ce que je dis, c'est par amour, mais les anciens, c'est le repas du midi, le goûter et le repas du soir. Le goûter. C'est très important pour eux. Et puis donc, j'ai arrêté. Et puis, j'ai décidé d'être formateur en cuisine, indépendant, à mon compte, et depuis presque 3 ans maintenant. Et des magnifiques rencontres. Et puis, de toute façon, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Voilà, déjà. Et puis, c'est la transmission, surtout, parce que ça, c'est quelque chose qui me parle. J'ai eu des super maîtres d'apprentissage, donc j'estime que ce que j'ai appris pendant déjà 42 ans, parce que ça fait 42 ans que je suis cuisinier, et bien tout ce que j'ai appris, je le transmets, que ça soit dans l'insertion, chez les bouchers charcutiers, en maison de retraite, parce que je fais des formations en maison de retraite. Donc les formations pour les chefs qui sont dans les cuisines des maisons de retraite. Voilà, parce qu'il y a du boulot. Il y a un sacré boulot. Et donc maintenant, c'est un choix de certaines directions de remettre le repas du midi et du soir sur le devant de la scène, on va dire, parce que c'est important, c'est tout. Oui, donc en mode vraie cuisine. Vraie cuisine. Et non pas cuisine centrale avec des plats qui arrivent pas bons. Là, dernièrement, j'étais dans la Somme, par exemple, dans une maison de retraite. Ils vont se remettre, j'ai fait une formation sauce et jus et fond. Et ils vont se remettre à faire des fonds et des jus et des sauces eux-mêmes. Ils vont non plus utiliser, des poudres. Des poudres horribles. Voilà. Donc, c'est une passion. C'est ce que je dis souvent, j'ai pas l'impression de travailler. Donc, c'est que du bonheur. C'est ce qui nous lie en général autour de cette table. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Marie, on revient du coup sur toi. Alors, parle-nous de ton équipe. Donc, elle se compose... Alors, moi, j'avais vu 32. Tu peut-être me changeras le nombre. Répartis en plusieurs pôles. Et du coup, comment ça marche, ces synergies professionnelles pour justement créer quelque chose de viable, d'efficace et de passionnant ?
Alors, en 2023, nous sommes à 22 maintenant, plus exactement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de nombreux bénévoles qui sont partis de l'association, malheureusement, pour des raisons géographiques, pour des mutations professionnelles. Donc, je suis rassurée qu'ils partent uniquement pour des mutations géographiques et non pas parce qu'ils se plaisaient plus dans Étoiles solidaires. Du coup, aujourd'hui, nous sommes répartis par pôle. Donc, il y a, par exemple, un pôle audiovisuel qui est composé de vidéastes, de photographes. Il y a aussi un pôle communication. Il y a aussi un pôle événementiel, un pôle aussi direction, un pôle aussi stratégie, développement, etc. Et en fait, tous ces pôles sont composés de bénévoles qui ont à chaque fois une activité professionnelle à côté. Voilà. Et donc, soit leur entreprise les met à disposition d'Étoiles solidaires via du mécénat de compétences, ou alors ils donnent un petit peu de leur temps bénévolement comme ça. Donc, c'est très variable, c'est un peu du cas par cas. Et moi, par contre, je suis salariée, puisque pour développer plusieurs régions, ça se fait pas tout seul. Bien sûr, tu peux pas prendre 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Ah non, ce n'est pas possible. Et du coup, donc toi, tu connais tout le monde, grosso modo, mais est-ce que les gens se connaissent entre eux ? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous retrouvez pour parler projet, pour parler collaboration, faire un peu de ce brainstorming professionnel qui parle à tout le monde ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, oui. Les questions sont toujours les meilleures. Effectivement. Alors, oui, bien sûr. Donc, moi, personnellement, je connais chaque bénévole puisque je suis amenée donc à les recruter. On a aussi un pôle DRH. Et en fait, chaque mois, nous avons une réunion mensuelle qui est à l'hôtel Mélia Vendôme, donc rue Cambon. Et depuis à peu près, je crois que ça fait 3 ans, qui nous prêtent une salle de réunion. Et une fois par mois, on a tout le planning de l'année, par exemple 2024, et nous nous rassemblons pour évoquer justement les initiatives passées et aussi les projets futurs et voir effectivement quelles connexions, etc. on peut mettre en place. Donc c'est à la fois des moments qui sont studieux, mais à la fois des moments d'échange. Et puis, bien sûr, on termine à la fin par un petit pot joliment offert par l'hôtel Mélia Vendôme, que je veux reciter, du coup. Mais tu as le droit, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, Mélia Vendôme est extrêmement investi aussi à travers Étoiles solidaires, parce qu'ils nous offrent aussi une table de nos aînés. Ils ont participé donc l'année dernière à une table de nos aînés fois salarié. Donc, en gros, le concept, c'est un salarié qui est assis à côté d'un aîné. Et le but est de faire une tablée intergénérationnelle et de confronter les salariés de toute entreprise à la cause du grand âge. C'est super, franchement. Et alors, tu parlais des équipes de bénévoles que tu recrutais. Quels sont les critères, en fait, de recrutement pour ceux qui nous écoutent, qui disent, voilà, je trouve que le projet est canon, c'est un engagement, j'ai envie de donner du temps, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens. Ils te contactent et comment ça se passe après ? Alors, ça se fait beaucoup de bouche à oreille. Bien souvent, on a eu des bénévoles qui ont été recommandés par des personnes de notre équipe. Et vraiment, il faut que ça corresponde à un besoin. Vraiment, si on a un besoin de communication, par exemple, un besoin précis, ça peut être la recherche d'un vidéaste. Mais on ne recrute plus comme avant parce qu'on a des initiatives qui sont extrêmement précises par région et on est obligé d'avoir une organisation bien rodée. Donc, par exemple, aujourd'hui, oui, nous recherchons un vidéaste, par exemple. En ce moment ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, pour quel type de mission ? Pour quel type de projet ? Alors, en gros, ce serait pour filmer sur Paris nos initiatives, la table de nos aînés. La table de nos aînés plutôt fois salariés. Pour mettre justement en avant donc ces initiatives pour que d'autres entreprises puissent avoir envie de le faire par la suite. Ok. Moi, je pense que je peux te mettre en lien avec plein de gens. Ah bah super, merci beaucoup. On verra après. Pierre-Alexandre, comment tu définirais ta cuisine ? En un mot, un peu instinctif, quoi. Comme je vous disais un peu, j'ai pas appris dans les rêves. Enfin, j'ai pas appris à l'école. J'ai pas fait. C'est pas grave, je l'ai pas non plus. J'ai pas fait l'école hôtelière, donc j'ai regardé. Et puis aujourd'hui, c'est une cuisine un peu instinctive, quoi. Donc en fait, c'est dans quel sens ? C'est-à-dire que tu dis, voilà, j'ai envie de travailler tel produit, ou alors tu as tel producteur qui te contacte en disant, voilà, je voudrais te faire goûter ma viande, mon poisson.
qu'est-ce que tu peux faire avec, et là tu te dis ok, qu'est-ce que j'ai, ou est-ce que c'est l'inverse, tu as envie de faire ça et du coup tu vas chercher le produit? Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. J'ai la chance de travailler avec aussi des passionnés, et du coup quand je reçois la Mercuriale, ou maintenant c'est plus vraiment des Mercuriales d'ailleurs, c'est souvent des textos ou des WhatsApp avec des choses intéressantes. Je me dis tiens, ça j'ai jamais fait. Je regarde des recettes. Enfin, c'est vraiment c'est un peu à chaque jour son bonheur. C'est ça qui est bien dans ce métier en fait. Du coup, ça veut dire que tu fais pas tous les jours la même chose? Ah non, franchement pas, non. Non, j'essaie de changer même. Alors, je vais pas vous dire que je change la carte tous les jours intégralement, ça serait impossible, et puis ça ferait beaucoup de déchets surtout. Mais voilà, l'idée c'est de tourner un maximum, déjà pour proposer aux gens chaque fois des choses un peu nouvelles, même si c'est à quelques pas de quelque chose que j'ai déjà fait, on essaye un petit peu. Tu twistes, en fait, j'ai l'impression que tu twistes souvent les choses. Après, évidemment, il y a des choses qui plaisent, donc elles reviennent un petit peu à la carte fréquemment, mais l'idée, c'est de pas les laisser tout le temps à la carte. Déjà parce que je m'ennuierais, et puis les gens. J'attendais à ce que tu me dises ça, à un moment ou à un autre. Et du coup, le gérant te fait confiance? Maintenant, oui. J'avoue que laisse carte blanche. Là-dessus, je suis quasiment en totale carte blanche. Évidemment, il faut qu'ils s'y retrouvent aussi. Ça, c'est aussi quand même, malheureusement et heureusement, c'est un peu le nerf de la guerre aussi. De toute façon, et puis tu as conscience de cet enjeu-là, que ta cuisine fait venir des clients, que les clients te permettent de faire vivre ta cuisine. Voilà. Je veux dire, je pense que tu as conscience de cette responsabilité. C'est un cycle. Oui, puis si ma cuisine ne m'amène plus de clients, moi j'ai fait plus de cuisine. C'est ça. C'est toujours le problème. C'est ça. Ok, merci. Philippe, alors, toi, tu travailles avec Claire et Houssen de Épices Mille Saveurs, que j'ai reçus déjà, qui ont des produits sublimes de Madagascar. Quelle est ta recette de prédilection avec leur vanille ? Qu'est-ce que tu aimes faire avec leur vanille ? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu préconiserais pour nous gourmets de faire avec leur vanille ? Alors, avec leur vanille, le premier plat que j'ai fait avec leur vanille, c'était le riz au lait de ma grand-mère. Ah bah oui. Voilà. Ça c'est un peu... il fallait que je le fasse. Et j'avais intégré un de leurs fruits séchés, qui est l'ananas. Que j'ai goûté, qui est dingue. Voilà, que j'avais réhydraté dans l'eau la veille. Et j'ai mis en petits morceaux, en fin de cuisson. Et c'est magnifique parce que l'ananas est séché extrêmement mûr. Et quand il est réhydraté, c'est une explosion de saveurs, avec le vrai goût de l'ananas. Et leur vanille bourbon, bien sûr, est magnifique. On en met très peu. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et j'ai fait aussi un poulet à la vanille. Je voulais que tu me fasses une recette salée, une recette sucrée, tu vois, voilà. Parfait. poulet à la vanille. Et j'ai fait un dos de cabillaud aussi, sauce vanille, avec des petites lentilles au kambava. D'accord, voilà. C'est pas mal ça. On mélange un peu la cuisine de bistrot avec ces épices qui viennent de très loin, à Madagascar. Ben, ça fait un mélange assez sympathique et c'est bon, je pense, hein, parce que le savoir-faire est là aussi peut-être, Philippe. Alors, je ne sais pas si le savoir-faire est là, mais en tout cas depuis 42 ans. Depuis 42 ans. Oui, enfin, oui. Plus même peut-être. En tout cas, oui, l'amour de cuisiner est toujours là, oui, au bout de 42 ans. Oui. Comment tu les as rencontrés, Claire Houssen ? Oh, je les ai rencontrés tout simplement sur LinkedIn. Alors, il n'y a pas que j'ai rencontré sur LinkedIn. C'est vrai. Mais sur LinkedIn, oui, ils m'ont contacté, ils ont aimé ce que je faisais, ils ont aimé mon parcours, on s'est rencontrés, ils m'ont fait goûter leurs produits, puis on s'est tapé dans la main, et maintenant ce sont des amis, et j'essaye de les aider sur certains salons. Et puis, je leur crée des recettes qui sont publiées sur leur site internet, qui est donc Épices Mille Saveurs. Je ne suis pas tout seul, il y a d'autres chefs. Mais moi, je suis vraiment... je suis pas spécialisé, mais voilà, ma cuisine de prédilection, c'est quand même la cuisine de bistrot. Donc, voilà, une cuisine de partage et généreuse. Et j'intègre donc ces épices, ces fruits secs, enfin, ces fruits séchés, la vanille, et puis leur poivre, qui est aussi magnifique. Voilà. Super, merci. Marie, moi j'ai envie de te poser une question par rapport justement aux aînés qui ont quand même des
des contraintes un petit peu en termes de nutrition et d'alimentation. Du coup, comment tu l'intègres ça dans cette expérience qu'ils ont au restaurant ? Est-ce qu'il y a un menu qui est déjà établi à l'avance ou est-ce que on se dit ce jour-là c'est banco, on se fait plaisir ? Alors, on va reprendre la base. Déjà, pour que les aînés puissent s'inscrire à nos initiatives, c'est par le biais d'un coordinateur. Le coordinateur, donc, il a accès à notre portail privé étoilé solidaire. Il inscrit donc les aînés en fonction des régions ou des villes, par initiative, selon des dates bien précises, etc. Lors de l'inscription donc sur notre plateforme, il y a la possibilité de mentionner que certains aînés aient des allergies et ainsi de suite. Et ce qui génère ensuite automatiquement un mail au restaurant qui prévient qu'effectivement Georgette a une intolérance associée à cela. Voilà. Et donc voilà pour ça. Ensuite, en ce qui concerne le menu, nous on dit toujours que donc le menu est constitué donc d'une entrée, un plat et un dessert. Et on demande au chef de faire plutôt un plat à base de poisson. Pourquoi ? Puisque le poisson s'adapte à toute confession religieuse. Voilà, donc comme ça au moins c'est clair et on n'a pas de... Ou alors de faire une option donc poisson et puis aussi végétarienne, voilà. Et du coup, depuis 5 ans, tu aurais une idée, c'est vrai que je t'ai pas posé la question en amont, mais de combien d'aînés tu as régalé et à qui tu as offert du bonheur ? Bien justement, j'ai fait hier les statistiques, ça tombe bien. Là, on est en connexion, Marie. Voilà, donc on est à 7 981. Super. Voilà, donc vraiment, hyper fière parce que ça montre qu'il y a beaucoup d'aînés qui ont participé à nos initiatives, à Paris, mais aussi dans les différentes régions. Et notre projet est bien sûr d'avoir d'autres régions. On sait déjà qu'on prolonge donc en Rhône-Alpes, aussi en Languedoc-Roussillon. Mais on souhaiterait, dans nos 15 régions, étaler, si je puis dire, développer plutôt nos initiatives, un grand nombre d'aînés. Alors, comment on pourrait t'aider, en fait ? Parce que tu parles d'appel à projet, mais après, est-ce qu'il y a des ambassadeurs qui pourraient plus pousser votre initiative à être visible et justement répertoriée dans quelque chose un peu d'intérêt public, quoi, finalement. Exactement. Alors, vous pouvez bien sûr partager notre profil sur Instagram. Et puis là, on va faire une petite plateforme Hello Asso. Et donc, cette plateforme Hello Asso nous permettra de faire des dons, nous permettra de récolter des fonds financiers pour financer nos initiatives. Donc, la table de nos aînés, invite un aîné en région. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et puis tout particulier peut faire un don puisque c'est déductible des impôts à 66% pour les particuliers et aussi les entreprises, bien sûr, c'est 60%. Et nous, on est amené du coup, compte tenu de notre statut juridique, on est association d'intérêt général à but non lucratif et on peut du coup délivrer des reçus fiscaux. Donc ça fait des dons qui sont quand même... vous pouvez y aller, quoi. Oui, bien sûr. Et par rapport... Alors, du coup, on est d'accord que ce ne sont que des restaurants étoilés ? Alors, non. Donc, voilà, étoilés. Donc, d'où vient ce étoilé ? Alors, étoilé, c'est un peu à partir du moment où on donne aux aînés... Des étoiles dans les yeux. Voilà. C'est un petit peu l'idée. Exactement. D'accord. On donne des étoiles aux yeux, où on est tous étoilés dans notre cœur à partir du moment où on donne du bonheur aux aînés. Donc, étoilé et solidaire, parce qu'on est solidaire avant tout. Le fait de donner... aux aînés, de donner ça, on a compris. Proposer. L'idée de solidarité, voilà. On a bien compris. Et concrètement, du coup, pour les restaurateurs, tu vas les chercher où ils viennent en disant j'ai envie de participer. Et après, ça se passe comment ? Il y a un geste qui est fait par rapport au menu ou votre collaboration, elle se fait comment ? Alors, parce qu'il y a tellement de restaurants. Exactement. C'est intéressant en plus. Oui, voilà, c'est vrai. Tout à fait. Alexandre est là. Il y a plusieurs choses différentes. Donc, pour Paris, ça arrive très souvent que des chefs nous contactent. Ou alors, nous, on les a beaucoup sollicités au début, mais les chefs peuvent totalement nous contacter. Et en région, ce qu'on a fait, c'est que bien souvent, on a des villes qui sont un peu éloignées de très, très grandes villes. Et en fait, les coordinateurs sociaux qui accompagnent les aînés à nos initiatives ont la possibilité de nous transmettre des noms de restaurants sur notre plateforme, ce qui vraiment nous allège vraiment considérablement notre charge de travail. Et du coup, ensuite, donc on a quelques noms référencés en région et on les contacte directement. Et puis bien souvent, ce sont des très bons restaurants, etc.
Bah oui, on va pas vous mettre sur des plans galères quand même. Non, mais bon, c'est arrivé, hein, mais très très rarement. Mais pour Paris, il y a de plus en plus d'hôtels qui nous contactent pour faire une initiative avec leurs salariés. Donc ça a été par exemple le cas de Méga Vendôme. Là bientôt, il y aura donc l'initiative aussi avec le Méridien. Dans le 17e, il y a aussi les restaurants du groupe, de MoMA Group, qui font ce type de format. Enfin voilà, vraiment. Et c'est bien vraiment de voir qu'il y a un engouement pour la table de nos aînés fois salariés, puisque on est quand même tous confrontés au grand âge. Hein. Puis c'est aussi notre destinée. Hein, donc oui, pareil. Voilà. On se trouve un peu loin de tout ça, mais en même temps, on y va. C'est une très très belle initiative. Merci beaucoup. Philippe. Alors attention, là, je vais prendre un gros mot. Tu es expert en tradition culinaire au sein de l'Organisation mondiale de la gastronomie. Est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi ce rôle consiste ? Est-ce que c'est pas par rapport à Carole qu'on s'est rencontrés ? Donc Carole Lebagouze, qui est la présidente de l'Organisation mondiale de la gastronomie. C'est surtout grâce à Claire et Houssen que j'ai rencontré Carole Lebagouze. Qui, eux, sont experts aussi au sein de l'OMG. Voilà, experts sur Madagascar, pour Madagascar. C'est une très belle rencontre aussi avec Carole. Pareil, elle a aimé mon discours, elle a aimé un peu mon parcours. Et puis, j'ai eu cette chance de pouvoir intégrer l'Organisation mondiale de la gastronomie en tant qu'expert pour la transmission des traditions culinaires. Et donc, alors ça m'a permis de rencontrer énormément de monde. Et puis surtout, c'est une petite fierté personnelle aussi, parce que quand on n'est pas, j'ai jamais été un grand, enfin au niveau scolaire, l'école ça me plaisait pas, et donc quand j'ai décidé à 15 ans de faire un apprentissage. Bon, c'était compliqué, c'était très dur, c'était une autre époque aussi. Hein, l'apprentissage n'était pas comme maintenant. Hein. Ça me permet d'avoir une petite fierté, oui, par rapport à mon travail depuis quelques années maintenant. Voilà. En même temps, tu es engagé dans ton travail et tu es passionné. Il n'y a pas de surprise avec tout ça. Alors engagé, oui, surtout avec une association qui me tient. Alors, on va reparler après de Samira, mais l'engagement, toi, personnel. Mais mon engagement tu t'engages dans ta passion et que tu en fais ton travail, c'est déjà énorme. Voilà, c'est la transmission, transmettre. Ça, c'est mon truc. Tu sais qu'il y a une citation qui dit que transmettre, c'est apprendre une deuxième fois. Et je trouve ça très beau. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'on se redécouvre quand on transmet un savoir-faire. Tout à fait. Et on continue d'apprendre. Moi-même, je fais des formations personnelles dans diverses écoles. Je continue d'apprendre. Et je n'ai aucun souci de ce côté-là. Et je pense qu'il y a certains chefs qui devraient faire la même chose. Et puis les apprentis nous apprennent aussi beaucoup. Oui, parce qu'ils ont des idées, parce que surtout les jeunes, et principalement même les jeunes femmes, qui ont un peu révolutionné la cuisine, parce que on était un petit peu... un peu macho ? Non. Alors macho, oui, si. Dans la cuisine, moi j'ai connu une époque où, d'abord, il n'y en avait pratiquement pas de femmes en cuisine, et le peu qui était, c'était pas top par rapport à... Mais là, tu veux dire que la cuisine d'avant, c'était une cuisine peut-être très formatée, et là qu'on a tendance à un petit peu briser les codes. Pour moi, oui. Ouais, ça fait du bien. Pour moi, oui. Ah oui, parce que moi, la cuisine... C'est pour ça que moi, dans mes formations, j'essaye d'emmener quelque chose un petit peu nouveau. J'essaye. Dans les recettes, et puis dans la façon de transmettre, et puis la façon aussi au niveau de la pédagogie. Oui, je suis un petit peu en dehors des sentiers battus, oui. C'est pour ça que tu es là. Les livres de cuisine un peu trop pédagogues, j'aime pas trop. Et du coup, Pierre-Alexandre, tu parlais des apprentis. Il y a des apprentis au Mirobolan ? Oui, cette année, on a 2 apprentis. Et mon second, Samba, qui n'est plus apprenti, mais qui a été un de mes apprentis au début où j'ai travaillé au Mirobolan. Les premiers mois, j'avais que des apprentis. Donc c'est des apprentis qui sont dans les écoles et qui veulent venir faire une expérience ? Ouais, alors moi, quand je suis arrivé, c'était plutôt des jeunes apprentis qui étaient au niveau CAP, donc qui étaient là pour
selon chacun des raisons diverses et variées. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu que des... je crois que c'est pas toujours le cas. C'est toujours comme ça, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu que des bons gamins, comme on pourrait dire. Et là, cette année, les 2 apprentis que j'ai, c'est des apprentis confirmés. Ils sont en bac pro. Donc, c'est quel âge? Ils ont eu 18 et 19 ans. Donc, ils sont... ça y est, c'est plus pour soit avoir un diplôme, soit pour parce que ça a été un échec tout le reste. C'est des gens qui aiment la cuisine, qui travaillent, c'est des gens sérieux, quoi. C'est bien pour toi, c'est des vrais aides. C'est plus que ça, Je reviens. C'est une équipe, quoi. Oui, et puis c'est des jeunes, ils ont un peu ce côté rêveur. Moi, j'ai pas fait d'apprentissage en plus, donc il y a certains trucs qui m'apprennent. Donc c'est vraiment un échange de bons procédés, quoi. C'est moi, j'ai plus appris depuis des apprentis que de n'importe qui d'autre, en fait. Donc je buvais les paroles de mon voisin de devant avec grand, enfin voilà. Non, mais c'est important, ça aussi, de le dire. Que finalement, tu vois, t'as beau être chef, j'ai beau être chef, et finalement, tous les deux, il nous manque beaucoup de choses, mais bon, on a réussi à contrebalancer ça autrement et à se nourrir des autres aussi, parce que je crois que c'est très important. Je crois que c'est ça, et je pense que ce métier le permet peut-être plus que d'autres. C'est-à-dire que voilà, on est toujours... c'est un métier de partage. On est là pour créer du partage, et en fait, c'est aussi au préalable, en cuisine du partage. Donc, c'est fabuleux. C'est pour ça qu'on se lève le matin, quoi. C'est ça, exactement. Bon, très bien. Alors, la première partie est finie. La deuxième arrive. Je vous invite à prendre 4 petits tickets. À l'intérieur, chacun 4. Et là, ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? C'est le piège. Voilà, 4. Vous mettez devant et simplement vous lisez et vous me dites ce que ça vous évoque. Voilà, parfait. Du coup, Marie, tu peux commencer. Alors moi, j'ai pomme ou poire. Ce que ça m'évoque, c'est... Déjà, tu choisis, tu me dis ce que tu aimes. Après, souvent, on me dit les deux parce qu'il y a beaucoup de gourmands qui sont ici. Et puis après, si tu as envie de dire quelque chose ou pas, soyons libres. Alors moi, il y a 2 étiquettes qui me parlent, c'est pomme ou poire. Pomme parce que ça me rappelle des cueillettes de pommes lorsque j'étais enfant. Et le Paris-Brest ou Saint-Honoré, je trouve que ces gâteaux sont très beaux, très majestueux et très gourmands aussi. Et j'aime les gros gâteaux. Donc voilà. Tu choisis les deux. Donc tu prends Paris-Brest et Saint-Honoré, les remplis de crème, de sucre. Mais ça me va très bien. Et les 2 autres? Vas-y, lis-moi les 2 autres. Lisez les 4, hein. Et les 2 autres, donc boudin blanc ou boudin noir. Alors moi, je mange que du poisson, donc voilà. Ah oui, alors je suis désolée. Pas du tout. Et langoustine ou gambas, je prends tout de suite. J'arriverai pas à choisir entre les deux. J'aime autant l'un que l'autre, donc. Tu prends les 2. Je prends les 2 aussi. Et donc je me prends un plat de langoustine, un plat de gambas et 2 gros desserts. Exactement. Voilà, il y a un petit peu de fruits pour contrebalancer tout ça. C'est pour le goûter, voilà. Philippe? Alors, éclair ou tartelette? Alors, tartelette, avec des fruits de saison. Évidemment. Je tiens à le préciser. Très bien, je valide. Je crois qu'on valide tous les 3. Je pense que tout le monde sera d'accord autour de cette table. Il faut travailler. Ça, j'y tiens absolument. Ça, c'est pareil. Ça, je l'instaure dans les... la saisonnalité. Dans mes formations, c'est les produits de saison. Ça, c'est moi de voir des tartelettes aux fraises chez mes amis, les boulangers pâtissiers. J'allais te dire la même. Au mois de janvier, au mois de février, ça m'insupporte. C'est pas normal non plus. Ça m'insupporte. Aussi belle soit-elle, mais bon, il y a un problème. Il y en a qui sont magnifiques. Je serais peut-être même certaines belles tartes aux fraises capables de le faire, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'agace. Dans le sens. Ça m'agace. Ça me met en colère. Calme-toi, Philippe, calme-toi. Pense à la pomme ou à la poire. Voilà, on est plus de saison. Alors là, ça tombe bien parce que fraise ou framboise, je vais répondre comme Marie, les 2, parce que j'adore les fruits rouges. Donc voilà, fraise ou framboise. Viande crue ou poisson cru. Alors, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est vrai qu'un bon tartare... Je sais pas pourquoi, j'étais sûre que tu allais répondre ça. Voilà, je suis pas un grand fan du poisson cru et de la viande crue, quoique un carpaccio de Saint-Jacques. Tu vois,
qui revient. C'est avec une petite huile de noisette. Ou avec une petite vinaigrette à la vanille. Oui, aussi, oui. Ouais, ça peut être bon, ça. Donc, mais j'irai quand même sur la viande crue. Ok. Vin blanc ou vin rouge? Je dirais bien les deux, mon capitaine. Tu as le droit aussi. Je suis un amoureux du vin. J'ose pas dire que je suis un gourmand de vin parce que je vais passer pour un alcoolique. Mais pas du tout, on est des gourmets ici. Mais vin blanc, oui, puis en plus je viens d'une région viticole, la Touraine, donc en vin blanc, voilà, on a des beaux vins du Vouvray, du Montlouis. Et puis le vin rouge, je suis un amoureux du Chinon, le vin de Chinon que vous vendez à Paris. Oui. Un Bourgueil, voilà, donc les deux. Très bien. Pierre-Alexandre? Alors, mangue ou ananas? Mangue, sans hésiter une seconde. Pour moi, la mangue, c'est le roi des fruits. Il y a ce goût poivré, je trouve magnifique. Puis il y a plusieurs mangues en plus, donc qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques ni le même goût. Parce que je te coupe, mais toi, tu as vécu en Afrique? J'ai pas vécu vraiment, mais... tu as fait beaucoup d'allers-retours. Dans ma précédente vie, j'étais architecte et je faisais beaucoup de projets en Afrique. Donc en Mauritanie, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et puis j'ai fait pas mal d'humanitaire en Asie avant ça, et du coup la mangue, il y en avait à chaque fois dans ces voilà, pays-là. c'est ce que je voulais que tu me dises. J'ai bien compris. Amaretto ou Grand Marnier? Plutôt Amaretto. Grand Marnier, je sais pas que j'aime pas ça, c'est que je sais pas, ça me fait, c'est trop, peut-être trop, ça a été trop survendu, peut-être trop. Voilà, c'est peut-être trop industrialisé pour moi, et c'est encore une fois ce que j'essaie de prôner, le contraire. Nous, en tout cas au restaurant, c'est ce qu'on fait. On source tout. S'il y a quelque chose qui est au supermarché, a priori, dans ces marques-là, à part certaines références qu'on peut pas ne pas avoir, parce il y a une grosse partie bar, et donc même sur les alcools, on va avoir des choses plutôt des choses artisanales, et on essaie d'éviter la grande distribution. Coquillettes ou spaghetti? Spaghetti sans douter, mais bon, les coquillettes, c'est les petits, ça a fait appel à une autre partie du cerveau, l'enfance, et j'ai envie de vous dire les deux, mon colonel, un petit peu quand même. Et citron vert ou citron jaune, ça dépend pourquoi l'un ou l'autre. Donc et puis il y a moult citron jaune, citron vert, un peu moins de variété, mais citron, on va dire, du coup. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors ensuite, question suivante. Ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Du beurre et de la crème. Pareil. Je dirais du beurre salé, surtout, avant tout, parce que je suis d'origine bretonne. Voilà. Du citron vert, j'aime bien le citron vert, et puis du lait d'amande. D'accord. Très bien, super. Alors justement, on parlait tout à l'heure de bistronomie, gastronomie, mais surtout de brasserie. Quel est le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque? C'est-à-dire que vous allez dans une brasserie, vous dites, allez, je veux le tenter, je tente cette version. Quelque chose que vous avez tendance à toujours vouloir prendre si vous êtes dans une brasserie un peu quali. Quali, j'ai dit. Enfin, en même temps, on va plus dans des brasseries pas quali, mais... Alors, tout à l'heure, tu parlais du tartare, par exemple. Oui, alors, c'est pas le plat, le tartare, c'est pas le plat où je vais aller en premier, mais j'aime bien, quand je vais, alors sur Paris ou en province, j'aime bien essayer leur rognon de veau. Ah oui. Pour voir un peu Puis s'ils savent le faire cuire, surtout. Ah oui. Des fois, j'ai des surprises. Des fois, j'ai des très bonnes surprises. Mais oui, j'irai sur un rognon de veau. Ouais, un rognon de veau ou... Alors toi, ou une tête de veau. Ah oui. Mais bon, je suis un peu... C'est un peu spécial. Donc, ta recette des rognons, toi? Enfin, je veux dire, moi, j'en ai jamais fait, jamais mangé. Mais qu'est-ce qui te fait rêver avec les rognons? Moi, le rognon, je l'aime simple. Au beurre, entier, avec une toute petite chapelure en fin de cuisson... avec de l'ail et du persil, et on finit la cuisson entourée de chapelure, tout simplement. Ouais. Tout simplement. Avec une petite purée de pommes de terre. C'est le bonheur. Merci. Marie?
Alors moi, je prendrais bien un tartare de saumon avec des grosses frites, j'insiste, parce que les petites frites là qui sont de couleur claire, je déteste ça. Donc d'abord, je regarde les assiettes des personnes autour de moi, je juge selon moi la qualité des frites et je prends ça et avec une petite salade bien assaisonnée. Je demande toujours la sauce à part. Ils en mettent sinon 3 tonnes et voilà. C'est drôle parce que mon émission précédente, la vendredi, on a parlé de brasserie et quelqu'un a dit « je juge la qualité de la brasserie en fonction des frites ». Exactement, là, moi c'est pareil. C'est vrai. Voilà. Parce que des fois, pareil, on a des surprises. Et c'est intéressant. Est-ce que c'est si facile que ça d'identifier une frite fraîche ? Je sais pas pourquoi, je lance le... Moi je le vois déjà, enfin je me permets de parler avant tout le monde, mais moi je le vois déjà. Débat du jour. Je le vois déjà à l'aspect, comme disait Marie, l'assiette du voisin. Ah non, ça c'est pas des frites fraîches. Ça se voit. Enfin, personnellement, moi je le vois. Ça se voit. La couleur. Elles sont pas fripées. Et puis oui, c'est déjà rien que la couleur. Donc alors après, c'est l'histoire de la croustillance, de... Oui, alors après, voilà, comme disait Marie, des fois, il y a des frites fraîches, mais bon, elles sont un peu, c'est un peu mou. Mais c'est une bonne frite, oui, on le voit déjà, oui, à l'aspect, à la vue. De cuisson ? De cuisson. Évidemment. Je suis d'accord avec ça. Obligatoire. Pierre-Alexandre, le plat de bistrot pour lequel tu te damnerais. Alors, j'avoue que les rognons, ça me parle beaucoup, mais je vais essayer de trouver autre chose. Mais oui, alors les abats, c'est important parce que déjà, on en mange souvent que dans des brasseries, des choses comme ça. Quand c'est bien fait, c'est très très bon. Du coup, celui sur lequel j'aurais eu le plus de différents, enfin, j'aurais testé plus d'endroits, c'est quand même peut-être le tartare, là, du coup. Un tartare bien assaisonné, fait avec une bonne viande et pas une viande un peu de rebut. Un tartare au couteau ou pas au couteau. Le vrai tartare, c'est au couteau, non ? Beefsteak haché ? Le vrai tartare, c'est plutôt de la viande hachée dans le classico-classique. Mais si tartare au couteau, ça sous-entend d'avoir une viande un peu de meilleure qualité quand même. Bien sûr. Et un bon couteau. Et un bon couteau, ça c'est... Truc écrasé. Voilà, donc oui, le tartare, c'est un bon moyen de savoir si la brasserie est bonne ou pas, parce que on voit tout de suite, alors évidemment, il faut qu'ils le préparent eux, non le mettre avec tous les petits machins sur le côté pour qu'on le prépare nous-mêmes. Voilà, c'est un bon moyen de savoir si le cuisinier règle bien son assaisonnement finalement, parce qu'il n'y a que ça dans le tartare. Donc, bien sûr. Quelle est l'herbe aromatique dont vous ne pouvez pas vous passer ? Il faut en donner qu'une, là ? Non, tu peux dire. Alors, la ciboulette et le basilic. Et... depuis quelque temps, la coriandre. D'accord. Parce que le fait de travailler avec des femmes d'origine du Maghreb, ça m'a permis de découvrir cette herbe que je connaissais, mais que je n'employais pas dans ma cuisine spécialement. Du coup, j'en profite, c'est vrai que je ne t'ai pas interrogé sur l'association. Parle-moi de l'association Tout un art. Alors, on pourrait... Non, mais je vais être très rapide. Alors... par mon métier, j'ai rencontré des personnes magnifiques, mais là, franchement, en faisant rapide, c'est certainement ma plus belle rencontre professionnelle. Je pensais que c'était nous, la plus belle rencontre professionnelle. C'est beaucoup de gens. Je suis déçue, Philippe. C'est beaucoup de gens. Je le dirai à Samira. C'est beaucoup de gens, mais là, c'est quelque chose d'énorme parce que cette association qui est présidée par Samira Msirdi, pareil, elle m'a contacté par LinkedIn. Il y a presque 3 ans, pour faire des formations, des masterclass en cuisine pour des mamans, des femmes, des quartiers prioritaires sur le 93, en Seine-Saint-Denis. Eh ben, c'est magnifique, c'est des rencontres magnifiques avec ces mamans. Tu en sais quelque chose parce que je suis venue une fois, oui. Tu as été invité à participer à une journée sur des masterclass avec les mamans du Blanc-Ménil l'année dernière. Et là, j'ai pas de mots pour définir le travail que je fais au sein de cette association, parce que c'est magnifique. C'est juste de la générosité à l'état brut, c'est des rencontres, c'est des belles rencontres. Et puis c'est des femmes qui doutent beaucoup d'elles et qui, par la cuisine, s'expriment.
Voilà. Et on les aide à s'exprimer. Elles vivent dans des endroits pas top, des situations pas top non plus, que ce soit financière ou familiale. Et grâce à Samira, grâce à l'association, ces femmes, pendant 4 semaines, elles sortent de chez elles et on les emmène sur de la cuisine française, sur quelques techniques, parce que c'est des très bonnes cuisinières, elles savent très bien cuisiner, mais on les emmène sur des petites choses. Et notre grande satisfaction, c'est quand cette femme, reproduit le plat chez elle, de cuisine française, qu'elles n'ont pas l'habitude, ou qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire. Et là, c'est magique. Et puis c'est surtout des rencontres humaines. C'est magnifique. Et merci encore de m'avoir appelé un jour. C'est un message personnel à Samira. Merci de m'avoir téléphoné, de m'avoir laissé très peu de temps pour prendre ma décision. Et puis, ça fait presque 3 ans que ça dure et c'est super. Et puis, j'en profite pour saluer aussi Selma, l'équipe de cuisine, Selma, Rachida, ainsi que Sidi et Loukfi. Et voilà, c'est une belle aventure humaine, c'est magnifique. Samira est venue ici, donc je remettrai aussi en lien parce que quand elle a parlé de son expérience et de son engagement, c'était très émouvant également. Oui, c'est une femme c'est impressionnant, le travail qu'elle effectue, bénévolement. C'est énorme. Moi, je suis admiratif parce que je pense que je ne pourrais pas le faire physiquement, moralement. C'est énorme. Et toujours ces problèmes d'aller chercher des financements. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Et c'est un travail énorme. Mais elle a beaucoup de reconnaissance. C'est vrai que... Ça commence, oui. Voilà. Ça y est. Donc ça commence à payer aussi en termes de cette année, il y a eu quand même 5 masterclass sur différentes villes de la Seine-Saint-Denis et sur le Val d'Oise. Donc ça commence, oui, une masterclass par an. C'est passé à 5. Donc c'est fabuleux et ça récompense son travail. Donc du coup, si on se remet sur l'herbe, on va dire la coriandre. Voilà. La coriandre. Pour mettre à l'honneur ces femmes-là. Et le basilic, l'été, j'en mets partout. D'accord. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le basilic. Mais on aime le basilic. Marie ? Le basilic, l'aneth et le thym. C'est pas mal aussi le thym. Ouais. Le thym, bien sûr, thym frais, ça n'a... Ah oui. Ah bah oui. On est sur du frais. Je dirais même toutes les herbes. Ouais. Elle a parlé de l'aneth, Marie. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que... C'est pas l'herbe ma préférée, c'est pas... Mais bon, on pourrait dire toutes les herbes fraîches c'est important. C'est pour ça que c'est difficile de choisir. Ben oui, Depuis tout à l'heure, je suis là en train de me dire, alors effectivement, le thym, s'il faut en choisir qu'une, c'est parce que c'est celle-là, parce qu'on en met vraiment partout, quoi. Mais la coriandre, aujourd'hui, pour ce que je fais moi, justement, c'est entrer en quelques petites saveurs en plus, ça permet de donner ce petit aspect exotique à un plat qui l'est moins. Mais la coriandre, il y en a plein qui détestent ça. Apparemment, c'est hyper clivant. Il y a quelque chose de génétique. Oui. C'est-à-dire que vraiment, les gens ont cette odeur de savon en bouche. Donc elle est un peu embêtante celle-là parce qu'il faut la mettre forcément sur la carte. C'est ça. Moi je la précise aussi toujours parce qu'on me dit. Oui, puis ça va pas avec tout non plus. Faut faire attention. Évidemment. C'est comme très le puissant. basilic, comme le basilic ne va pas avec tout non plus. C'est vrai que la coriandre, c'est un peu, on l'appelle aussi le persil arabe. Le persil est plus neutre, donc il permet de relever plus gentiment les choses. La coriandre, tout de suite, elle s'impose. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Alors, une autre question. Je vous laisse écouter ce que je vais vous dire. Moi, je suis une ancienne prof de lettres. Je ne sais pas, Marie, si tu le savais, mais j'ai eu 10 ans d'enseignement des lettres et donc je suis très, 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 très addicte aux mots. Donc, pour conclure cette session de convivialité gourmande, un passage de la littérature de Proust qui me rappelle à ma première vie de professeur de lettres. Mais
quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Je pense que vous allez comprendre tout de suite ma question. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Et je sais que ça, c'est difficile. Vas-y, 2, tu as le droit. Alors moi, j'ai 2 femmes qui comptent énormément dans ma vie. Alors c'est un peu bateau, hein, mais bon, c'est comme ça vient du cœur. C'est ma grand-mère, parce que si je suis cuisinier, c'est un peu grâce à elle. Comment s'appelle ou s'appelait-elle ? Elle s'appelait Paulette. Paulette. Et je passais énormément de temps avec elle, et donc énormément de temps en cuisine. Et puis ma maman, bien sûr, que j'embrasse. Donnez les prénoms, je trouve ça joli. Ma maman, Chantal. Chantal, bonjour Chantal. Donc c'est la blanquette de veau de ma grand-mère que je fais toujours, hein, même en formation, je fais toujours la même blanquette. Le coco vin de ma maman. Ça, c'est vraiment mes 2 plats où je ferais énormément de kilomètres si on m'appelait. Malheureusement, ma grand-mère risque plus de m'appeler, mais enfin, en tout cas, ma maman, oui, son coco vin était parce que elle en fait de moins en moins parce qu'on a beaucoup de mal à trouver, bien sûr, le sang de la volaille. Évidemment. À moins d'habiter à la campagne. Et puis, moi, j'ai souvenir que, alors, c'est pas pour répondre à cette question, mais parce que tu m'en parles, ma grand-mère, en fait, elle tuait ses lapins. Oui. Et elle récupérait le sang. Voilà, et elle faisait un civet. Et je n'ai jamais mangé cette sauce-là. Ah bah non. Jamais. C'est sous le contrôle de Pierre-Alexandre, une sauce, tout ce qui est civet, coco vin, si c'est pas lié au sang, c'est pas pareil. Voilà. Alors on peut m'expliquer, oui, on peut mettre du chocolat, machin, ceci, cela. Je veux bien, mais bon, rien ne vaut le sang de la bête. C'est sûr. Marie ? Alors, il y a 2 choses qui me viennent en tête. Je dirais les coquilles Saint-Jacques, parce qu'on peut les marier avec toutes les sauces, voilà. Et puis aussi, en dessert, j'opterais pour un vacherin, parce que j'aime bien ce côté croustillant et aussi ce côté frais. Et puis, je trouve que le vacherin, c'est un dessert de fête, d'anniversaire, de Noël, enfin voilà. De célébration. Exactement. Bien. Alors, moi, il y a eu malheureusement moi aussi, je vais prendre 2 madeleines. J'ai la tarte aux pommes de ma grand-mère. Qui s'appelle Simone. Elle faisait elle-même sa pâte à feuilleter à l'époque dans sa petite cuisine. Pâte feuilletée, on sait que c'est difficile à faire soi-même. C'est long surtout. Malheureusement, je n'ai jamais remangé une tarte aux pommes. Du coup, j'en mange plus. Voilà. Et moi, ça serait le pot-au-feu. Le pot-au-feu, c'est... Étant jeune, j'étais dans un milieu de chasseurs, à la campagne. Le pot-au-feu, c'est vraiment le plat. On le met le matin, on le mange le soir. On mange la soupe le soir. On mange la soupe le soir. Le lendemain, on faisait avec les morceaux de viande qui restaient, on les sortait du bouillon, pardon. On faisait des fines lamelles. Alors moi, c'est vraiment paleron et joue pour moi le pot-au-feu, la joue de bœuf, c'est. Et on en faisait des lamelles qui étaient donc du coup un peu collées à la gélatine. Et on fait une sauce, une vinaigrette très très forte en vinaigre et en échalote. Et avec ça, le lendemain à froid, là, c'est trop bon. Le bouillon, on peut en manger, on peut en boire toute la semaine. C'est presque le plat du pauvre parce que on en mange plus que ce qu'on en a fait, quoi. C'est vraiment. C'est vrai. Je pense que c'est pour moi le petit. Et puis, si je peux me permettre, mais bien sûr. Le plat emblématique après le pot-au-feu, c'est le hachis parmentier. C'est ça, oui, on mixe. Voilà. On mixe tout, et alors là, souvent, c'était le lendemain ou 2 jours après, on avait le droit au hachis parmentier. On avait le droit au hachis parmentier. Philippe, purée, beurre et crème ? Alors, purée, beurre. Comme Robuchon. Sans crème. D'accord. Non, là, c'est un des rares plats où je mets pas de crème. D'accord. Et toi, Pierre-Alexandre ? Moi, je mets pas de crème non plus, du lait. Un petit peu de lait. Beurre et lait. Oui, lait et beurre. Un peu de lait. J'enlève beaucoup d'eau de mes pommes de terre, cuites avec la peau surtout, très important. Et oui, pas de crème.
Crème, c'est pour les panais. Ça donne faim tout ça. Oui, c'est vrai. Alors, 2 dernières questions. Complétez la phrase. Pour moi, cuisiner, c'est... Philippe, il va faire pendant 20 ans. Non. Tellement qu'il y a des choses... Non, mais parce que tu as tellement de choses à dire, parce que tu portes cette passion. Et du coup, mutique. Partager, tout simplement. La cocotte au milieu de la table et le partage. Le pain, le vin, la cocotte. Le sourire. L'assiette de fromage, un bon vacherin, parce que j'adore le vacherin aussi. Voilà, le partage, le bonheur. D'abord, Paul Bocuse disait que le bonheur est dans la cuisine. Moi, je le cite souvent parce que c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais plus petit. Et voilà, c'est le partage. Le partage. Marie? Moi, je dirais rassembler, puisque à travers Étoiles Solidaires, on rassemble un grand nombre d'aînés, puis aussi leurs accompagnants. C'est beau. C'est difficile de passer en dernier, du coup. Comme si tu n'étais pas inspiré. Non, mais alors je vais trouver un mot. Cuisiner, c'est... alors, on va revenir un peu dans les mêmes choses, mais c'est échanger, je pense, surtout à... Pas vraiment à la dégustation, mais à ce qui se passe avant. Parce que finalement, moi, c'est plus ça que je fais dans mes journées que de manger réellement. Ouais, c'est échanger avec les gens avec qui on travaille. On travaille rarement seul, enfin, on peut, mais c'est toujours plus agréable d'échanger avec les gens avec qui on D'être travaille. ensemble. Ou même avec les clients, d'ailleurs. Donc oui, on échange toujours. Et la dernière question, quelle est votre définition de la passion? Alors moi, je dirais, c'est travailler avec plaisir. C'est ce qui guide. Hein. Si on n'a pas la passion, on ne peut pas travailler avec plaisir, quoi. C'est vrai. Philippe, il réfléchit. Non, j'ai parlé en premier tout le temps. C'est bizarre ce que je vais dire, mais... Il n'y a rien qui est bizarre, tu vois, on ne juge pas, là. On est tous sur la même veine. Je ne sais pas comment l'exprimer vraiment. C'est un peu la prise de tête, c'est-à-dire c'est se prendre la tête dans le bon sens du terme pour faire quelque chose, pour faire évoluer quelque chose, pour que tout le monde soit... Enfin, pour que... Voilà. Aller toujours plus loin, plus haut dans ce qu'on fait, quoi. Voilà. C'est super beau. Merci. Et Philippe? Je dirais un peu comme Marie, le plaisir. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'amour et on ne peut pas cuisiner. Hein. Oui, je dirais un petit peu comme vous. Le plaisir de partager, de transmettre, de partager une recette, de transmettre, de partager un plat, voilà. Merci. Je vais conclure. Mes 3 invités du jour m'ont embarqué dans un monde d'humanité, de générosité et de gourmandise, sans aucune modération. Leurs discours, leurs histoires, leurs émotions et leur engagement pour les autres me confortent dans l'idée qu'ils avaient clairement leur place ici avec moi ce matin. Merci beaucoup Marie. Merci Virginie. Merci Pierre-Alexandre. Merci Virginie. Merci Philippe. Merci Virginie. Et à bientôt pour de nouvelles confidences radiophoniques. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez-moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!